lives that's given for our land. But on the cause must go amidst joy and weal and woe, till we make our island nation free and grand. God save Ireland, said the heroes. God save Ireland, said they all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh what matter when for Ireland here we fall. Ma femme est d'ici. Et ça doit être les jaunes de porc qui attirent les autres jaunes de porc, mais on va aller par là, juste pour voir. Mais j'ai jamais vraiment, comme j'habite à Belfast Ouest, qui est plus ouest de la ville, un peu comme Brest, il y a Saint-Pierre, quoi. Et t'as pas l'impression vraiment d'être dans un port ou dans une ville qui fait port en même temps. Mais t'as toujours le sentiment de voir la mer pas loin. Et les bateaux, les grues, les chantiers navals. Mais t'as pas vraiment l'impression, comme ici au port de commerce, on voit la mer et les bateaux tous les jours, quoi. Mais c'est quand même, ça doit attirer quelqu'un quand même. Et ici voilà les grues où on débarque les... C'est ça parce qu'on ne sait pas où il vient ces conteneurs et on ne sait pas où il va. C'est ça qui est intéressant dans un port. C'est un peu une ouverture vers l'extérieur en permanence, quoi. Là, c'est le... Je crois que ça, c'est ce qui... Pour quelqu'un qui habite près de la mer, dans un port ou d'autres, ça, c'est... magnifique, ça. Deux, trois bateaux là-bas, là, c'est un truc de France Télécom, là, qui est câblé, et voilà, qui a besoin de télé après ça, hein? Mais il paraît que vu sur mer, maintenant, ça vaut cher. On a un petit gazier qui pêche. Sûr qui pêche, voilà, le soleil. Hein? On dit qu'il fait toujours mauvais à Brest, là, on est en début mois de janvier, en plein hiver. Il doit faire 30 degrés dehors. À Brest, dit-on, il y a 2 saisons, celle où il pleut peu, et très longtemps. Et l'autre, la petite mousson, il pleut beaucoup, mais pas souvent. Entre les deux, il y a du crachin. Le seul jour où il ne tombe pas une goutte, c'est quand les débats sont pleins. L'après-midi du 15 août. Il y a un côté brestois qui est assez naturel, même si on fait si quelqu'un fait du bateau, il n'y a pas un snobisme avec ça, quoi. Il t'invite facilement sur son bateau juste parce que il a envie d'inviter, quoi, ou elle a envie. Il y a un côté naturel qui reste, qu'on trouve en Irlande facilement. Qu'on dit, les Irlandais sont vachement accueillants. Mais je trouve qu'à Brest, on retrouve ce même comportement, quoi. Je dis pas ça parce qu'il y a un caméra dans ma bagnole, mais moi je trouve, j'adore. Et j'ai parlé de ça avec un gars hier au bar, que je connais à peine d'ailleurs, mais par rapport à d'autres villes, Brest c'est vraiment... Il y a plein de clichés, les gens ils disent il pleut tout le temps, c'est un peu triste, il n'y a pas de travail, mais en même temps, les gens ils ont un cœur énorme, quoi. Et il y a beaucoup de moins de... C'est dur à expliquer, mais il y a beaucoup de moins de problèmes juste parce que quelqu'un a un certain niveau de vie ou qui pratique un certain genre de métier. S'il est sympa, il passe partout, mais s'il n'est pas sympa, il passe pas, quoi. Que dans certaines autres villes, c'est suivant un peu notre niveau social ou notre vie, on est classé un peu... c'est dur à expliquer. Quand tu vis à Brest, en fait, le mec, il voit tellement le port qu'il ne la voit plus. Mais moi, j'ai mis tous les grues, là, je trouve ça... c'est quand même... je trouve ça beau. Belfast, c'était un grand port de chantier naval. Et il n'y a pas grand monde qui... Ouais, si, peut-être tu l'as connu, mais il y a le Titanic qui a été fabriqué à Belfast, qui a collé d'ailleurs, mais bon. Il disait parce que, en fait, le port, ça c'est le côté est de Belfast, c'était le port de Belfast, et pendant tous les problèmes dans le nord d'Irlande à Belfast, c'était tenu par l'extrême droite, de loyalistes, quoi, des orangistes. Il fallait être protestant et orangiste pour bosser dedans. Sinon, on avait toujours les accidents de travail, guerre tombe à l'eau. Et c'était à peu près 100% protestants qui bossaient dedans. Et c'était un peu leur fief, quoi. Déjà, géographiquement, ça faisait partie de Belfast Est. Mais ils ont construit les sacrés bateaux, là. Quand on voit le film le Titanic, on voit sur l'arrière du bateau, il n'y a pas de numéro.
Et tout bateau qu'on vend, ils ont un numéro quand même sur l'arrière de la bateau. Et il paraît que si on mettait un glace à la fin de le numéro vacation, des numéros de la bateau, en fait, c'était marqué en anglais, il n'y a pas de pape ici, parce que c'est une expression assez connue chez eux à dire no poop here, quoi. Il n'y a pas de pape ici. Et je ne sais pas quoi ça colle. C'est en fait, tu vas au bout à gauche, là, tu prends à gauche, tu vas à Londano, tu vas au bout à droite, et tu prends à droite encore, tu vas en Irlande. C'est assez classique. On est bien centré, mais tout le monde dit Brest c'est loin de tout. Mais en fait, quand tu es à Paris, tu es à 1h30 de plus d'avion qu'à New York. Hein. À Belfast, tu es plus près de Brest. Alors Brest, en fait, c'est un peu le centre du monde. Centre du monde habité, quoi. Ouais. Parce que l'est de Brest, il y a Paris. Et quelle idée, c'est vachement loin quand c'est loin de tout. Ouais, non, faut pas aller à Paris. C'est loin. Quand même. C'est pas bien. Hein, c'est loin d'Irlande, même c'est loin de Guernsey-sur-Scoff, c'est loin de tout. Que Brest, c'est un peu le centre maritime du monde. Il ne restera rien. Plus rien. Pour les gens de demain. Ils n'auront que les miettes. Contaminées. Peut-être. قذيلي تنديت الدير سانتك مذكر والسان تقذيلي تنديت غليل يتخيل مرغ داوان تقذيلي تنديت الدير سانتك مذكر ورثان تقذيلي تنديت غليل يتخيل مرغ داوان شحال كمتكلي ولادي فذن كاون السهر من دين جري ثروي ذاك ساون تعرف ذي تموت حنيفة تقذيلي تنديت الدير صندك مذكر والسان تقذيلي تنديت غليل يتخيل مرغ داوان تقذيلي تنديت الدير صندك مذكر ورفان تقذيلي تنديت غليل يتخيل مرغ داوان شحال كمثاسيم تعرف ذي ثمورة مدان بات بغيضة ثمن كال استلموا ذنغ تسليمان اشنو الطاوس سي عمروشن تقذيلي تنديت الدير عندك مذكر والسان تقذيلي تنديت غليل يتخيل مرغ داوان تقذيلي تنديت الدير عندك مذكر ورفان تقذيلي تنديت غليل يتخيل مرغ داوان
يتخيل مرغ ديوان تقفيلي تندي تدي ساندك مذكر نوسان تقفيلي تندي داري يتخيل مرغ ديوان تقفيلي تندي تدي ساندك مذكر نوردان تقفيلي تندي داري يتخيل الرغد ديوان اللي نمشي للدار ولا ديما خطة باش كي طحالية ولا ديما محتى نمشي وندور ونشوفو في المحكور الطرفة الثانية باش نحمو كسور والله رجعنا اسمنا نتهين الصوت سيلو غادو شي افريكان من لغة التمال اسواغ نواغ وشتان نشوف الصوت بسام اللغة في مكيتا اللغة في مكيتا ريال مالي ديتا التوزو سوماج والله سيد وما توزو سوماج Il ne restera rien. Plus rien. Pour les gens de demain. Quelques informations pour comprendre cette rencontre. Déjà, c'est où Djibouti, hein? En tout cas, son indépendance commence en 1977 et depuis cette date, c'est un pouvoir assez dictatorial qui a été mis en place. Nous attendrons pas la mort en tout cas du président pour déclarer qu'il a été un dictateur, comme le fait souvent les télévisions ici ou la presse. Et c'est quelqu'un qui est un dictateur et qui est resté jusqu'en 1999. Et en 1999, il a laissé la place à son neveu, qui s'appelle Ismaël Omar Guelleh, parce qu'il n'avait pas un fils. Et aujourd'hui, la dictature qui sévit, c'est un peu la continuation de ce qui s'est passé depuis 1977. Donc ce qu'on dit 10 ans, ça peut encore marcher, mais 30 ans, c'est vraiment ça commence un peu, c'est bonjour les dégâts, quoi. La population djiboutienne a plus que marre de ces régimes-là. Et si on compte les voix, si les élections se déroulaient d'une façon démocratique, transparente, l'opposition allait... D'ailleurs, ils ont remporté les élections législatives de 2003 à Djibouti et même dans la plupart des cercles de l'intérieur. Mais le régime, comme à son habitude, a volé cette victoire de l'opposition et il n'y a pas eu un seul député qui a fait son entrée à l'Assemblée nationale djiboutienne. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale djiboutienne est la seule assemblée, pratiquement la seule Assemblée nationale africaine au sein de laquelle il n'y a pas l'opposition. Donc c'est un régime totalement fermé, totalement verrouillé et tout l'espace politique démocratique est verrouillé et ce n'est pas des gaietés de cœur que nous prenons aujourd'hui la lutte armée. Le déclenchement de cette lutte armée est conséquent et consécutif au refus permanent, constant du régime de Djibouti de refuser toute démocratisation du pays. Et aucun parti politique, de 1977 jusqu'à 1992, c'est le règne du parti unique. Il n'y avait qu'un seul parti. Le chef de l'État, il est le chef de l'État, le chef du gouvernement, le chef de l'armée, le chef du parti. Donc tout l'espace politique démocratique était verrouillé et les gens ne pouvaient plus s'exprimer de quelque manière que ce soit. Non seulement ils ne pouvaient pas s'organiser ni s'exprimer, donc les gens étaient étouffés et c'est ça qui a fait que les gens ont choisi de se défendre les armes à la main et de déclencher la lutte armée. Les partis d'opposition se sont présentés aux élections législatives de 2003. Qu'est-ce qu'il est quand on s'aperçoit la mobilisation
populaire, l'enthousiasme populaire exprimé, que la masse a exprimé pendant ces élections, et le vote des électeurs, nous sommes convaincus que la majorité de la population djiboutienne est opposée à ces régimes-là. Elle est opposée parce que ces régimes-là l'étouffent, parce que ces régimes-là ont amené des pays au bord du gouffre. C'est la famine. Jusqu'en 1977, Djibouti était considéré comme l'Eldorado de la corne de l'Afrique. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. Les gens venaient de toute la région pour pouvoir se soigner à Djibouti. Les gens venaient de l'Éthiopie, du Kenya, du Yémen. Aujourd'hui, le système de santé est en déliquescence, le système de l'éducation est en déliquescence. Donc, la majeure partie de la population djiboutienne est opposée à ces régimes-là, à cette dictature. C'est un petit pays disons de 600 000 habitants et les gens se connaissent. Et c'est un pays où le taux, par exemple, il y a à peu près 20 000 militaires et à peu près 10 000 agents de la sécurité. Donc, c'est-à-dire dans la capitale, les gens ne peuvent pas s'organiser, ce qui fait que les organisations qui ont voulu se créer dans la capitale ont été réprimées, et ce qui fait que il y a aujourd'hui quelques organisations politiques qui ont été légalisées par le pouvoir, mais dont les moyens d'action sont très limités, j'allais dire pour ne pas dire inexistants. Certainement, vous avez entendu parler de l'affaire du juge Borrell. Octobre 1995, le juge Bernard Borrell est retrouvé mort à 80 km de Djibouti. Son corps, aspergé d'essence, est découvert dans un ravin, à moitié brûlé. Décembre 1995, une information judiciaire est ouverte au tribunal de grande instance de Toulouse pour recherche des causes de la mort. Mars 2004, la ministre française de la Défense, Madame Alliot-Marie, a levé le secret défense sur les documents de la DGSE relatifs au décès suspect du juge lors d'une mission à Djibouti. 7 ans après l'enquête, un collège de 3 experts judiciaires a confirmé la thèse de l'assassinat, longtemps dénigrée par les autorités françaises. Le nom du président djiboutien est cité comme possible commanditaire du meurtre. Bon, à un moment donné, par exemple, il y a des jeunes Djiboutiens qui ont fait des graffitis sur le mur d'Arriba. Arriba, c'est un quartier populaire afar à Djibouti. Et, par exemple, un des slogans qu'ils ont écrit sur le mur, c'était Monsieur Borrell, le juge Borrell a été assassiné et nous soutenons Madame Borrell, mais nous avons 1000 Borrell. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été assassinés, dont on ne parle pas. Cette dictature se caractérise par deux choses. D'abord, c'est un pouvoir assez clanique. C'est-à-dire, qui dit clanique, qui dit exclusion des autres composantes, dit refus de pluralité. Ça, c'est la première chose. Deuxième aspect, c'est qu'il y a une présence militaire française qui, à un moment donné, a été le soutien de cette dictature et qui reste toujours un soutien de la dictature. Et il y a aussi, depuis 2001, la présence de l'armée américaine. La situation qui prévaut à Djibouti est soumise à un blackout total. On ne parle pas de Djibouti, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on ne parle pas de Djibouti parce que la France est présente, parce que l'armée française est présente. Tout cela font que Djibouti, depuis son indépendance, a été soumise à un blackout total. Et c'est grâce à la lutte des combattants du FRUD, c'est grâce à la lutte du FRUD qu'on commence un peu à voir, à s'apercevoir de la situation qui prévaut à Djibouti, de la situation de la population djiboutienne. C'est la misère, c'est en dépit du fait qu'il y ait une présence militaire française, une présence militaire américaine depuis le 11 septembre 2001. Si Djibouti, avant le 11 septembre 2001, était un porte-avions français, après le 11 septembre 2001, c'est devenu un porte-avions international, mondialisé. Il y a l'armée américaine, il y a l'armée espagnole, il y a l'armée italienne. Donc notre pays est devenu un porte-avions international. En 1981, c'était le parcours de combattants de pouvoir demander le droit d'asile en France.
On se rappelle d'un camarade qui a été torturé et qui a pu obtenir le droit d'asile au Conseil d'État. Et ce qui fait que les réfugiés djiboutiens ont vraiment beaucoup de problèmes. D'abord au niveau des pays voisins, parce que le seul endroit où ils peuvent se rendre, c'est en Éthiopie ou en Érythrée. Alors, en Éthiopie et en Érythrée, ils ne peuvent pas être considérés comme des réfugiés. Je peux dire que par rapport à l'Éthiopie, c'est très difficile, parce que moi-même, j'étais en Éthiopie, j'étais arrêté en Éthiopie, j'étais livré à Djibouti, je suis resté quelques 3 ans en prison à Djibouti. Donc, les gens qui fuient la répression à Djibouti ne peuvent pas être considérés comme réfugiés en Éthiopie. Donc, ils ne peuvent pas être protégés par le Haut Commissariat des réfugiés. En Érythrée, c'est exactement la même chose. Alors, quelques personnes qui peuvent avoir le visa ou par des moyens détournés, ils peuvent se rendre en Europe. C'est très limite, les gens qui peuvent se rendre en Europe. Et en général, les gens choisissent plutôt la Belgique que la France, parce que la France, en général, n'accepte pas les droits d'asile pour les Djiboutiens. Parce que, pourquoi ? Si on accepte un Djiboutien comme réfugié, ça voudrait dire qu'il y a une violation des droits humains à Djibouti. Or, il y a une présence française massive de 3000 soldats. Et le citoyen français est en droit de se demander comment ça se fait que dans un pays où 3000 soldats français sont permanents, il puisse y avoir des violations des droits humains. Ça dit que Rokhaya risque l'expulsion vers Djibouti. Nous craignons profondément, nous craignons pour leur vie. Et le régime de Djibouti qui se permet d'assassiner, qui se permet des Djiboutiens, qui se permet d'assassiner même des coopérants, c'est pas pour les nationaux qui vont avoir la main tendre. Et en France, je crois que c'est ce tabou qu'il faut, à mon avis, casser. Et d'ailleurs, notre présence ici aussi, aujourd'hui, témoigne qu'il y a vraiment un mur qu'il faut essayer de lézarder. Et peut-être le cas de Sadiq et de Rokhaya vont être des cas assez symboliques et même emblématiques des droits d'asile, de refus de droits d'asile pour les Djiboutiens. Et c'est la raison pour laquelle on doit se battre aussi à ce niveau-là. Et parce que je pense que c'est un combat et on espère enfin les mener ensemble pour qu'on accepte que les gens qui sont réprimés à Djibouti, qui ont des problèmes de droits de l'homme à Djibouti, puissent être reconnus ici comme réfugiés en France. Il ne restera rien. Plus rien. Pour les gens de demain. Ils n'auront que les miettes. T'as l'air épuisé. Je voulais savoir pourquoi t'étais épuisé. Bah parce qu'on a marché là pendant 1 heure, donc voilà. Ils font chier les manifestants là, ils ont empêché les bus de passer quoi, c'est ça? Ouais bien sûr, ouais, et ça empêche les voitures de passer, enfin c'est gros bordel. En gros, moi je comprends même pas pourquoi ils manifestent, voilà, c'est du n'importe quoi, enfin voilà. Bon, là comme c'est pour TF1, lui il a fait celui qui était pas content, toi tu vas faire celle qui est contente. Si tu pouvais lui casser la gueule en direct parce que ça fait de l'audience. D'accord. En fait, pour TF1, t'es prête à tout en fait. Exactement, bah oui, il faut bien collaborer avec le gouvernement, c'est pour ça. Qu'est-ce que t'es venu faire à part collaborer avec le gouvernement? En fait, je suis en formation RG, et donc c'est pour ça, je fais quelques manifs pour m'habituer et tout, et voilà. D'accord, donc c'est un métier d'avenir actuellement, la formation RG, tu penses que... Ouais, on est très nombreux, et on les repère pas tous, t'as vu, je me fonds bien, ça va. À part que je viens de me griller devant la télé, mais sinon ça va. Non ?
partie à plusieurs groupes qui sont aussi des amis. Et on allait en amis au Festival de l'Amitié à Gorage D. Essa pesma se zove Imam neki problem. Il pleut. Retourne à la maison, vite à la chaumière, vite, vite allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici, voici l'orage, voici l'éclair qui luit. Oh, bravo, bravo. She's